il y a des gens qui ne sont pas à l'EM, donc je vais commencer par me présenter et puis présenter très rapidement l'asso, et puis je laisserai la parole à Yannick. Du coup, je m'appelle Hamza et je suis le président de Genius EM Lyon. Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, Genius EM, c'est l'asso d'entrepreneuriat et d'innovation de l'école. On a changé pas mal de trucs cette année par rapport aux années précédentes. Donc, avant, ça s'appelait Smart Up pour ceux qui connaissaient. Et du coup, dans cette stratégie de transformation, on a créé un certain nombre d'événements, dont l'EM Un Incroyable Maker. Donc là, c'est la troisième édition cette année. Et du coup, je laisse Yannick prendre la parole pour présenter un peu l'idée de cet événement. Du coup, l'EM est un incroyable maker. C'est un événement qui a pour but de donner la parole à des EMiens porteurs de projets, afin qu'ils puissent parler de leurs réussites, de leurs difficultés, de leurs échecs, et enfin, en soi, juste transmettre leur expérience. Donc, c'est en soi des petites conférences où on interview, enfin, un membre de Genius interview du coup un EMien, un early maker. Donc, aujourd'hui, on accueille du coup Hubert. Je vais laisser Hamza présenter Hubert. Enfin, Ouais, je vais laisser alors, Hubert se présenter directement. ouais, du coup, pour compléter ce qu'a dit Yannick sur l'idée de l'événement global, nous, on a voulu organiser cet événement dans le cadre de la semaine du développement durable. Merci Jean, merci le noise. Parce que pour nous, c'était important de le faire et on voulait d'autant plus le faire avec des EMiens parce qu'il y en a un certain nombre qui sont engagés dans ces causes-là. Euh, Nous, on a fait un choix un tout petit peu différent. On va parler évidemment d'écologie, de développement durable, mais on veut aussi parler un peu plus largement de l'intelligence artificielle et puis aussi de la notion de learning trip. Et c'est pour ça on est parti à la recherche du grand Hubert que je laisse sans plus attendre se présenter. Ouais, bah merci beaucoup Hamza et merci pour l'invitation. Franchement, ça me fait très plaisir de pouvoir parler d'intelligence artificielle et plus spécifiquement de mon projet dans des étudiants de l'EM Lyon. Donc moi, je m'appelle Hubert Béroche, je suis étudiant en quatrième année à l'EM Lyon. Alors pour parler un peu asso, parce que ça fait tilt souvent dans la tête des étudiants. Moi, j'étais Kilbir avant, donc j'étais BDE en deuxième année. Et du coup, j'ai fait un tour du monde de l'intelligence artificielle pendant 6 mois, de juillet à décembre 2019. Euh, L'idée, c'est que peut-être on va commencer un peu avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être la genèse du projet. Euh, Finalement, comment elle t'est venue à l'esprit cette idée? Je ne sais pas, tu avais une passion pour l'intelligence artificielle par le passé, pour les voyages. Elle t'est venue comment cette idée? En fait, il y a eu deux choses. La première, c'est qu'en effet, j'avais une passion pour l'intelligence artificielle. Et en même temps, moi, j'avais fait mon stage de troisième année dans une foncière de bureau qui s'appelle Gessina. J'étais dans leur direction innovation et j'avais été missionné sur tous les enjeux d'IoT. Donc, en fait, dans la chaîne de valeur de l'intelligence artificielle, l'IoT, c'est souvent un des premiers maillons, c'est ce qui va récolter les données. Et c'est comme ça que j'avais eu un peu accès à tout le potentiel de l'IA dans la ville. Et j'avais trouvé que c'était passionnant de voir comment on va utiliser de l'IA pour optimiser des bâtiments, pour optimiser des usages. Enfin, les choses que j'avais à faire, c'était un peu élargi aussi au domaine de la mobilité, de l'optimisation énergétique. Donc, bref, j'avais vraiment appréhendé de manière un peu globale l'IA et la ville. Et en parallèle de ça, je savais qu'il y avait des étudiants de l'EM Lyon qui avaient entrepris des projets de tour du monde. J'avais notamment en tête les baroudeurs d'innovation managériale, donc que vous avez reçu, je crois, dans une précédente édition, qui eux, du coup, avaient fait un tour du monde sur les innovations managériales. Donc là, j'ai un peu combiné tout ça et je me suis dit ça pourrait être super intéressant d'essayer de faire un tour du monde, non pas de l'innovation managériale, mais de l'intelligence artificielle dans les villes. Donc c'est vraiment comme ça que le projet a un peu émergé. Ok. Moi, je voudrais savoir, c'était quoi, en fait, on va dire ton objectif? Peut-être, qu'est-ce que tu voulais en tirer toi-même En fait, par le il y projet? avait trois objectifs. Le premier objectif, c'était sur l'intelligence artificielle, parce que donc moi, j'étais passionné d'IA. J'avais lu pas mal d'articles, je savais ce que c'était, mais j'avais envie vraiment d'approfondir et de me dire qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle. En France, je crois qu'en 2018 ou 2017, il y avait une étude de Capgemini qui montrait que 46% des Français ne savaient pas ce qu'est une IA
Et 48% des Français pensaient que le monde allait gouverner par des robots. Et en fait, ces deux statistiques, elles sont corrélées. C'est souvent parce qu'on ne sait pas ce qu'est une IA qu'on la redoute pour les mauvaises raisons, même si on a potentiellement des raisons de la redouter, mais ce n'est pas parce qu'on va créer des Terminators, ou en tout cas pas dans les 10 ans à venir. Et on l'apprécie aussi pour les mauvaises raisons. Donc le premier objectif, c'était de se dire qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? Donc c'est un peu un objectif technologique. Qu'est-ce que c'est que le machine learning, le deep learning, le computer vision, tous ces champs d'application de l'IA qui sont aujourd'hui utilisés. Donc pour répondre à ce premier objectif, dans chaque ville où j'allais, je rencontrais des spécialistes par, on va dire, verticale technologique. Par exemple, à Montréal, c'était Joshua Bengio que tu as mis dans le trailer, enfin dans l'annonce, dans le teasing, Hamza, qui lui m'a présenté le deep learning. À San Francisco, c'était Luc Julia qui a co-créé Siri, qui m'a présenté le NLP. Donc voilà, donc ça, c'était vraiment le premier objectif. Le deuxième objectif, c'était d'essayer de dresser un champ des possibles de l'IA dans la vie. Qu'est-ce qu'il est possible de faire avec l'intelligence artificielle? Donc là, c'est un côté un peu catalogue. J'allais rencontrer des startups et elles m'expliquaient leurs solutions. Donc, il y a de la mobilité autonome, des drones de livraison, des plateformes d'analyse urbaine, des plateformes d'analyse météorologique. Enfin bref, d'essayer de dresser comme ça un champ des possibles. Et le troisième point, et ce qui était un peu ce vers quoi culmine ce tour du monde, c'est ensuite d'essayer de territorialiser cette connaissance. On sait qu'on a des voitures autonomes, on sait qu'on a des drones de livraison. Maintenant, comment est-ce que tout ça s'insère dans un contexte géographique et historique? Tokyo a un contexte géopolitique, politique, culturel qui est complètement différent de celui d'Amsterdam. Ce qui fait qu'à Tokyo, on va utiliser exactement la même technologie. Alors peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, par exemple le web binding ou du computer vision. On va l'utiliser pour lutter contre des tremblements de terre ou pour lutter contre des typhons, là où à Amsterdam, on va l'utiliser pour renforcer la démocratie locale. Donc, il y avait cette idée de se dire comment est-ce qu'une ville, en fonction de son histoire, de son contexte, s'approprie cette technologie qu'est l'intelligence artificielle. Et du coup, tu es parti avec pas beaucoup de connaissances au départ parce que tu nous dis que c'est par exemple les personnes que tu as rencontrées qui t'expliquaient un peu plus en détail ce que c'était le deep learning, le machine learning, etc. Donc, tu t'es lancé dans un voyage sur l'intelligence artificielle et pour le coup, ça t'a aussi permis d'apprendre ou c'était plus de l'approfondissement? Non, c'était… Alors, moi, à titre personnel, j'avais quand même un peu… Enfin, j'avais fait un précédent stage où j'avais été amené à écrire des articles sur l'intelligence artificielle dans un cadre, dans un contexte plus assurantiel. J'avais fait des travaux de recherche avant, j'avais fait mon récap sur des sujets qui touchaient de très près à l'intelligence artificielle. Donc, si je connaissais quand même bien je connaissais plutôt pas mal le sujet de l'intelligence artificielle. Moi, là, à titre personnel, ce que je voulais vraiment, c'était essayer de faire des connexions avec la ville et essayer de comprendre comment est-ce que l'IA peut nous aider à créer des villes durables. Ça, c'était vraiment le premier enjeu. Et il y avait un deuxième enjeu qui était de partage, qui était de partager de la manière la plus accessible possible ce qu'est le machine learning, le deep learning, le computer vision. C'est pour ça que d'ailleurs, sur le blog, il y a des petites interviews en vidéo. Tu as aussi des articles, mais qui sont toujours très, très, très faciles, qui sont faciles à comprendre parce qu'il y avait cet enjeu de partage sur l'intelligence artificielle pour lutter contre cette statistique des 48%, pour contribuer à lutter contre cette statistique des 48% qui ne savent pas ce que c'est qu'une IA. Et du coup, en tant qu'étudiant, comment tu as fait un petit peu pour gérer le projet au niveau démarchage, communication, etc. Donc en fait, il y a plusieurs étapes. Donc quand on veut, en tout cas moi pour monter mon projet, et c'est aussi d'ailleurs je crois ce que font les baroudeurs de l'innovation managériale ou d'autres tours du monde, dans un premier temps, ce que j'ai fait, c'est d'essayer de démarcher des entreprises qui acceptaient, un, de participer au financement du projet et deux, de soutenir le projet. Alors le soutenir, ça veut dire par la com, ça veut dire quand je vais dans des destinations, et ça c'est très important, ils vont m'aider à rencontrer des personnes. Donc ça, c'était un peu le premier enjeu, c'était de démarcher des entreprises qui fournissent pas simplement de l'argent, mais qui fournissent aussi un accompagnement et un soutien. Au niveau juste de la chronologie, ça s'est passé à quel moment? Alors ça, c'est une fois que le projet était déjà un peu ficelé. Donc, pour vraiment reprendre le truc très chronologiquement, la toute première chose que j'ai faite, c'est que j'ai lu des rapports, un rapport super notamment de McKinsey sur la Smart City. En bref, j'ai lu pas mal de choses pour essayer de pouvoir, déjà tracer mon tour du monde, essayer de pouvoir déterminer les personnes que je voulais rencontrer et donc avoir une roadmap. Donc, une fois que on va dire que tout ce travail a été fait, j'ai un support de présentation et ce support de présentation, je l'ai présenté à des entreprises pour qu'elles puissent me financer et m'apporter un soutien. La troisième chose qui est peut-être un peu particulière et qui vaut peut-être le coup d'être remarquée, c'est que la particularité de mon tour du monde, c'est que j'ai essayé d'avoir recours à des mentors.
Donc, en l'occurrence, les deux mentors, ça a été Cédric Villani et Carlos Moreno. Cédric Villani, c'était sur le côté intelligence artificielle. Carlos Moreno, c'était sur le côté beaucoup plus ville vivante, sur le côté un peu plus urbain. Et là, l'idée, c'était aussi, de pouvoir avoir un peu plus de visibilité, deux, de pouvoir profiter des personnes qui connaissaient, et trois, de pouvoir profiter de leurs renseignements. Donc, il y a eu vraiment ces trois étapes-là, quoi. Ok, t'as mis quoi? T'as mis 1 an, 6 mois, 2 mois J'ai mis 15 jours. En tout, j'ai mis 5 mois. Okay. Et le plus long, c'est le démarchage. Pour moi, ça a été le démarchage des entreprises. Du coup, tu as fait ça, c'était entre la deuxième année, enfin, c'était en troisième année. En gros, tu n'as pas fait de. Enfin, c'était pendant ton stage, tu préparais tout ça. Pendant mon stage, ok, trop cool. Est-ce qu'on peut parler un peu plus de ce que tu as découvert, ce que tu as vu, à qui tu as parlé c'était quoi un peu on va dire, ton tour du monde? Tu as commencé par quelle ville? Tu as vu qui? Alors moi, la première ville en fait, par laquelle j'ai commencé, ça a été Paris. Donc pour des raisons pratiques, la première personne que j'ai rencontrée, ça a été Carlos Moreno, qui est devenu parrain du projet, qui de base ne l'était pas. Et en fait, ça a été une conversation. Bon, moi, c'est une personne déjà que j'avais regardé ses conférences, j'avais lu ce qu'elle faisait, et je trouvais ça évidemment passionnant. Et là, ça a été un échange pour moi qui a été hyper important, qui a été décisif. Est-ce que tu peux juste me dire c'est qui, peut-être que tout le monde ne connaît pas Carlos Moreno? Alors, Carlos Moreno, il a notamment en fait, fondé la chaire ETI de la Sorbonne, qui est une chaire innovation des territoires. Et c'est un intellectuel français qui est spécialisé sur toutes les questions de système, sur toutes les problématiques liées au système complexe, en particulier à la ville, qui est donc un système complexe. Et il a énormément travaillé sur tous ces enjeux alors pas de Smart City, parce que justement, peut-être qu'on en parlera, mais c'est mon projet n'a rien à voir avec la Smart City. Et aujourd'hui, c'est un concept qui est largement décrit, la Smart City, mais qui essaye en tout cas d'utiliser la technologie pour rendre des villes un peu plus vivantes, un peu plus humaines. Et ça a été un échange qui a été complètement décisif parce que ce que m'a dit en fait Carlos Moreno, qui peut paraître une évidence, mais qui ne l'est pas toujours, c'est que l'IA, c'est une technologie qui a relativisé, et surtout que l'IA n'est pas la solution pour les problèmes urbains. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui parfois peut paraître évident, mais moi, à titre personnel, je suis vraiment passionné d'IA, j'ai un côté très technocentré. Quand j'ai commencé ce tour du monde, je me suis dit, on met des voitures autonomes dans les villes, ça résout les problèmes de congestion. On met de l'optimisation énergétique à l'échelle d'un bâtiment, ça va résoudre, alors pas le réchauffement climatique, mais ça va résoudre des problèmes énergétiques. Donc, tu vois, j'avais une approche très technocentrée que je ne suis pas le seul à avoir. Hein. Aujourd'hui, beaucoup de nos villes, ce sont des ingénieurs qui répondent aux problèmes urbains, ce qui a son intérêt, mais ce qui n'est pas toujours la seule solution. Bref, en tout cas, toujours pour dire que l'enseignement de cette rencontre, et ça a été ensuite, moi, mon leitmotiv jusqu'à la fin de mon tour du monde, ça a été de dire que la ville, c'est un outil parmi une infinité d'autres. L'intelligence artificielle, c'est un outil parmi une infinité d'autres outils. Okay. Tu penses à quoi concrètement, juste parce que finalement, ce que tu nous dis, c'est que je vais à la rencontre de ces villes qui, au travers de l'IA, se transforment, mais l'IA, ce n'est pas la solution au problème. Tu pensais à quoi? Enfin, Carlos te disait quoi, par exemple? En fait, ce que me disait, en l'occurrence, ce que me disait Carlos, et après je répondrai à ta question pour dire ce à quoi moi je pensais. Il m'avait parlé de deux choses. La première, bon, ça va être peut-être un peu abstrait, mais c'est le fait d'utiliser de l'intelligence artificielle pour favoriser la création de bâtiments multi-usages. Aujourd'hui, nos bâtiments, ils sont principalement mono-usages. C'est-à-dire que là, je suis dans un immeuble, cet immeuble, j'y suis pour y vivre. Il y a une école, elle y est pour apprendre pour être une école. L'intérêt, en fait, l'un des intérêts de l'intelligence artificielle, ça peut être de dire, mais ce n'est pas que l'IA. C'est en amont, c'est une autre démarche de dire, mon école, elle est ouverte que de 8h à 16h, ou de 8h à 17h. Peut-être que de 17h à 19h, ça peut devenir un centre de réunion pour des rassemblements civiques. Peut-être que de 19h à 21h, ça peut devenir autre chose. Donc, tu vois, ton lieu, ton bâtiment, il devient multi-usage. Et là où l'intelligence artificielle peut être utilisée dans ce cas-là, c'est pour identifier tous les usages qu'on va pouvoir investir dans un lieu. Et aussi pour favoriser la mise en relation, par exemple, entre un bâtiment et plein d'autres usages. Mais bon, ça, c'est un peu abstrait, mais c'est ce dont il m'avait parlé. Moi, très concrètement, tu vois,
par exemple, si on prend l'exemple de la mobilité autonome, parce que c'est un exemple qui est très parlant, je pense que quand on parle d'intelligence artificielle, beaucoup de personnes ont en tête la voiture sans conducteur. Et depuis des mois, depuis des années, on nous dit que ça va sauver nos villes. On nous dit que ça va résoudre les problèmes de congestion, on nous dit que ça va résoudre les problèmes de pollution de l'air et qu'il n'y aura plus de morts sur la route. En fait, ce dont je me suis rendu compte pendant ce tour du monde, c'est que c'est une information qui est partiellement vraie. Si on met que de la voiture autonome, tu as plein d'études qui montrent que ça peut augmenter la pollution de l'air de 30%. Ça peut augmenter la congestion. Peut-être en effet qu'il y aura moins d'accidents de la route, mais ça va poser des problèmes beaucoup plus éthiques, les questions les accidents de la route qu'il va y avoir. Donc, en fait, il ne suffit pas de te dire on va mettre des voitures autonomes dans la ville pour résoudre les problèmes de congestion. C'est un problème qui est beaucoup plus systémique pour plein de lois urbaines, pour plein de lois psychologiques, pour plein de biais cognitifs qui font, par exemple, moi, c'est un que j'ai découvert pendant mon tour du monde, je trouve ça hyper intéressant. En gros, c'est une loi qui te dit qu'une route est toujours remplie pendant les heures de pointe au maximum de ses capacités. C'est pour ça que tu vois que tu as certaines villes à Los Angeles qui ont augmenté leur nombre de voies et au final, tu vois que tout est rempli. Donc, en gros, ce que te dit cette loi qui a été vérifiée, c'est qu'il ne suffit pas de rajouter des routes ou d'augmenter la capacité d'une route pour résoudre les problèmes de congestion. Okay. Est-ce que moi, je voudrais un petit peu savoir c'est quoi le pays qui t'a le plus marqué, ou en disant la ville où vraiment tu as senti qu'il y avait vraiment une différence avec, on va dire, avec la France? En fait, alors il y a eu Montréal, moi, qui m'a marqué, mais dans le sens qui m'a surpris. Parce que donc j'allais à Montréal parce que j'avais identifié des startups que je trouvais très intéressantes. Et en fait, je me suis rendu compte, donc souvent, en fait, Montréal est appelée une des capitales de l'intelligence artificielle et j'ai pu, moi, de mes propres yeux, constater que c'était une capitale de l'IA. Et ça m'a vraiment impressionné de voir à quel point, dans une ville comme Montréal, en fait, c'est une ville qui rayonne à l'international, il y a une concentration qui est absolument incroyable et phénoménale en termes d'intelligence artificielle, c'est-à-dire que dans 2 bâtiments qui sont Mila, donc Mila, c'est le centre de machine learning qu'a fondé Joshua Bengio, ces 2 bâtiments. Et dans ces 2 bâtiments-là, tu as toutes les grandes entreprises tech, tu as Google, Facebook, Quantum Black, qui est la cellule un peu data scientist de McKinsey, tu as Samsung, enfin bref, tu as tous ces chercheurs-là qui réfléchissent et qui planchent sur des sujets de fond et pas que d'intelligence artificielle. Donc, quand je suis allé dans ce lieu-là, je me suis pris une claque parce que je trouvais que c'était… tu sentais que ça vibrait, quoi. Tu sentais qu'il y avait de l'intelligence à cet endroit-là. Donc c'est une ville, en plus, qui est très agréable. Les Québécois sont très cool. Donc ça a bien aidé. Donc, c'est une ville que j'ai beaucoup aimé, Montréal, de ce point de vue-là. En plus, j'avais vu qu'au Canada, c'était il y a assez longtemps, il y a Google ou je ne sais pas quelle grosse boîte tech qui avait créé une sorte de prototype de ville du futur dans un quartier. Je ne sais pas si c'était à Montréal ou c'était plus loin. Exactement ça, c'est à Toronto. C'est Sidewalk Lab qui est la cellule urbaine de Google. Et en fait, ils travaillent aujourd'hui avec la ville de Toronto pour réaménager tout un quartier de Toronto. Et franchement, ça, c'est hyper intéressant. Donc, je ne pense pas qu'on va en parler là aujourd'hui, mais si vous avez le temps de regarder, et si ça vous intéresse, tous ces enjeux de ville intelligente, je vous conseille vraiment de regarder ce qui se passe en ce moment avec Sidewalk Lab et Toronto parce que c'est représentatif de tous les défis auxquels vont être confrontées nos villes demain. Pour faire très, très simple, on a Sidewalk Lab, qui est donc la cellule urbaine de Google, qui dit à Toronto, voilà, nous, on peut vous aider à optimiser votre quartier. Donc, Toronto accepte sur une partie de son territoire. Et aujourd'hui, alors le projet maintenant n'est plus à l'arrêt, mais il a été à l'arrêt pendant un moment parce qu'il y avait des citoyens qui étaient inquiets, qui disaient tout simplement, mais en fait, on a Google qui est une entreprise privée qui va gérer un espace public. Est-ce que ça veut dire que nos données qu'on va émettre, elles vont appartenir à Google? Est-ce que ça veut dire qu'on va être surveillé? Donc, il y avait une question sur la donnée, en l'occurrence la donnée urbaine. Et ça, c'est vrai tout le temps avec l'intelligence artificielle. Si on veut une IA éthique, il faut d'abord une donnée éthique. Mais en tout cas, voilà, ouais, il y a ce que tu disais à Toronto. C'est quoi données éthiques je rebondis dessus. Tu vois, un truc très bête. Par exemple, à Montréal, pour revenir à Montréal, ils utilisent une application qui s'appelle Montréal Trajet. Le principe de Montréal Trajet, c'est que de septembre à octobre, pendant un mois, tu es à Montréal, tu vas télécharger cette application
et cette application, elle va faire rien d'autre que enregistrer tes comportements. Donc, elle analyse tes données comportementales. En gros, ces données, ensuite, elles sont récoltées et ça permet à Montréal, mais donc toi, tu es au courant de tout ça, tu signes une charte, mais cette application, elle n'a aucun autre but que d'enregistrer ton comportement. C'est anonymisé, évidemment, mais elle enregistre ton comportement. Genre, tu vas au supermarché, elle est au courant que tu vas au supermarché à 10h, etc., ou c'est encore plus puissant que… C'est à peu près ça. Elle est au courant que tu es au supermarché, elle est au courant que tu as pris le métro pour aller d'un point A à un point B, ou alors que tu as pris un bus. Enfin, voilà. Ça analyse tes habitudes de mobilité. Ensuite, la ville de Montréal, elle a accès à ces données-là, elle les nettoie, etc. Elle les analyse et ça lui permet de voir un peu les habitudes de mobilité de la ville et quels sont les usages. Donc, tu vois, c'est hyper intéressant. Pour une ville, c'est super intelligent parce que ça permet aux citoyens de contribuer activement à l'urbanisme de sa ville en partageant ces données sur le principe du consentement. Donc, tu vois, c'est une nouvelle forme d'engagement. Ça veut dire qu'avant, pour s'engager auprès d'une ville, on allait voter, on allait peut-être s'exprimer. Là, une forme d'expression, c'est de télécharger cette application et de dire « Ok, je soutiens votre urbanisme et je laisse cette application anonymement enregistrer mes comportements. » Donc, c'est génial. Ça a permis à la ville d'avoir plein d'informations, de savoir si peut-être il fallait rallonger des lignes de bus concrètement, est-ce qu'il fallait rallonger des lignes de métro, est-ce qu'il fallait… Enfin, voilà. Donc, ça leur permet de mieux comprendre leur mobilité. Mais l'inconvénient, c'est qu'en fait, cette application, elle est téléchargée que par les usagers du smartphone. Donc, ça fait que tu as tout un pan de la population, en particulier des personnes âgées, qui sont éloignées des politiques d'aménagement potentiellement. Donc, si on utilise uniquement les données qui ont été récoltées pour réaménager la ville, on fait une ville qui est pour une certaine partie de la population. Donc, c'est une ville qui est par essence non inclusive. Et là, ce que s'est rendu compte la ville de Montréal, c'est qu'en fait, il faut tout simplement, dans ce cas-là, appeler certaines personnes pour avoir accès à des données. Et ça, pour moi, c'est une donnée qui est éthique. C'est une donnée qui est éthique parce qu'on a complété un jeu de données par une démarche qui est complètement qui est humaine. Ce n'est pas de la technologie, ce n'est pas de l'intelligence artificielle, mais c'est du bon sens. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important pour avoir une donnée éthique. Il faut, je pense, aussi avoir parfois juste du bon sens. Et là, c'est ce qu'a fait Montréal et je trouve ça, moi, super intéressant. Okay, génial. Génial, ouais. Vas-y. Du coup, pour compléter un peu la question des coups de cœur, parce que je pense tu as vu plein de trucs, tu ne pourras pas nous parler de tout, mais c'est très certainement ultra passionnant. Tu nous as parlé de ta ville coup de cœur. Est-ce que tu peux nous parler de ta rencontre coup de cœur? Et tu en as vu des gens assez famous, donc… alors, rencontre… tes rencontres. Hein, non, bon, c'est pas forcément rencontre coup de cœur parce que, c'est ce que tu dis. Il y a eu plein de rencontres et chaque rencontre était vraiment exceptionnelle à chaque fois pour des raisons différentes. Après, moi, il y a deux rencontres qui ont fait écho en moi en tout cas, qui m'ont accompagné pendant tout mon tour du monde. Le premier, donc, ça a été au MIT avec Alex Pentland. En fait, Alex Pentland, c'est un des cofondateurs du MIT Media Lab. C'est vraiment quelqu'un de… Bon, vous irez regarder. Le Media Lab, c'est quoi nous expliquer rapidement. Le MIT Media Lab, c'est une partie du MIT. En gros, leur particularité, c'est que, alors évidemment, ils se concentrent sur la technologie, mais surtout, il y a un côté un peu, comment dire, c'est le laboratoire un peu d'innovation. C'est le Makers Lab du MIT. C'est ça, exactement. Non, mais c'est ça, en fait, il y a un côté très makers. C'est-à-dire que tu vas là-bas, ils fabriquent eux-mêmes leurs robots. Tu as même parfois, pour des projets un peu particuliers, pas des forgerons, mais il y en a, ils forgent quasiment eux-mêmes certains objets très rudimentaires. Enfin, il y a un côté très, très makers dans les MIT Media Lab. Et donc, c'est lui qui a cofondé ce MIT Media Lab. Il est en train… lui, il veut utiliser de l'intelligence artificielle pour ce qui s'appelle la physique sociale. La physique sociale, c'est une idée qui remonte au 18e siècle, je crois, en tout cas, à Montesquieu. C'est Montesquieu qui nous disait à l'époque, tiens, on vient de se rendre compte avec la physique qu'on peut prédire des corps, qu'on peut prédire la course des astres, qu'on peut prédire plein de choses. Peut-être qu'en transposant le modèle de la physique sur la société, on pourrait aussi prévoir les mouvements de la société. On pourrait prévoir les mouvements du corps social. On pourrait dire, tiens, il va y avoir ces comportements sociaux qui vont émerger. Donc, ça s'appelle la physique sociale. L'idée, elle était géniale. C'est pour ça que Montesquieu, il a écrit l'esprit des lois, parce qu'il voulait découvrir des lois sociales, de la même manière qu'il y a des lois de la physique. Donc, l'idée était top. Le seul problème, c'est qu'il n'avait pas de données. Donc, il n'a pas réussi vraiment son projet.
Alors, il a essayé, tu vois, il t'explique que certains climats favorisent certains régimes politiques, etc. Mais il n'a pas réussi, en tout cas, pas vraiment. Et donc, 3 siècles plus tard, il y a Alex Pentland qui dit cette idée, elle est top, mais aujourd'hui, on a les données. Donc, on va, en agrégeant des données comportementales, principalement issues d'un téléphone, on est capable de pouvoir dégager des patterns, on est capable de pouvoir dégager des modèles. On est capable de se dire, tiens, on remarque que certains lieux sont plus fréquentés que d'autres du fait de cette loi. On remarque, phénomène intéressant, un peu anecdotique, mais que je trouve très drôle, qu'il m'avait raconté, quand une personne est en train d'incuber une maladie, donc pendant la période d'incubation, elle n'est pas encore malade, mais elle va l'être, ils se sont rendus compte, en faisant de l'analyse comportementale, donc l'analyse comportementale, c'est quand j'analyse le positionnement d'un téléphone, ils se sont rendus compte qu'une personne devient plus sociable. C'est-à-dire que son schéma comportemental varie très légèrement. On a tous des habitudes de comportement, tu sais, donc le matin, je me réveille, je prends le métro, tac, 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 donc tu peux dessiner comme ça un modèle par personne, puis même un modèle par ville. Et ce dont s'est rendu compte avec Pentland, c'est que les personnes qui sont malades pendant leur période d'incubation sont un petit peu plus sociables, comme si le virus voulait se propager. Donc, tu vois, ça, c'est quelque chose qui est bon. C'est anecdotique, mais je trouvais ça marrant. En tout cas, toujours est-il que ce que propose Alex Pentland, c'est de la physique sociale. Donc, on agrège des données sur plein de personnes et ensuite, on est capable d'essayer de dégager un peu des lois sociales et de prédire certains mouvements sociétaux. Voilà. Donc, le mec démontre au calme 3 siècles plus tard. Continuons du coup sur les coups de cœur. Est-ce que tu peux nous parler d'une IA particulière, une IA qui t'a marqué, et surtout nous l'expliquer parce que pour la plupart d'entre nous, c'est un petit peu du chinois. Ouais, alors juste sur le coup de cœur, je vais en permettre d'en mettre un deuxième, on en reparlera tout à l'heure, et parce que c'est quelque chose qui est assez important, que j'ai trouvé très impressionnant. C'est au Danemark que j'avais rencontré Marius Hartmann, qui est conseiller auprès de la cellule business du gouvernement danois. Et il a eu une autre vie où il était chercheur, et en fait, il a travaillé sur la notion d'interface. Et ça, c'est quelque chose que je trouve passionnant. Ça fait intervenir de l'IA dans une moindre mesure. Mais ce que nous dit Marius Hartmann, c'est qu'aujourd'hui, et ça, c'est assez désolant et c'est une vérité, quand on se promène dans la rue, on a parfois ce qu'on appelle des zombies. C'est un terme qui a été inventé. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais en gros, c'est les personnes qui sont sur leur téléphone, qui ne regardent pas devant elles. Et il se passe entre autres qu'en Corée du Sud, ils ont été obligés de mettre des signalétiques lumineuses pour que les gens lèvent la tête de leur téléphone et regardent autour d'eux. Bref, en tout cas, on est tous à chaque fois absorbés par notre téléphone. La réflexion de Marius Hartmann, c'est plutôt que notre interface avec le monde soit un téléphone, peut-être que logiquement, notre interface avec le monde, ça devrait être le monde. Donc peut-être que ça pourrait être intéressant qu'un mur, par exemple, soit capable, au travers d'une interface digitale ou autre, de communiquer avec nous. Minority Report, quoi. Pourquoi tu dis ça ? C'est le mec qui passe et puis qui regarde l'affiche, et puis l'affiche s'adapte au comportement du consommateur et lui propose une affiche personnalisée. C'est un peu ça si on veut, ouais. C'est un peu ça. Bon, alors après, encore une fois, c'est une technologie, donc tu en fais ce que tu en veux, soit ce que tu veux. Donc, soit tu fais le côté Minority Report, soit tu fais quelque chose d'autre. Mais en tout cas, c'est une notion d'interface qui est très importante, qu'on retrouve dans l'architecture organique. L'idée de l'architecture organique, c'est que tout un bâtiment va être sensible et va être à l'écoute de ce que tu es et de ce que tu fais. Et c'est des trucs qui sont déjà à l'œuvre, là, par exemple au Danemark, tu as vu des bâtiments, toi, qui utilisent cette notion d'interface Alors, au Danemark, non. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'était à la fin de mon tour du monde. Et j'ai trouvé l'idée géniale, donc j'ai refait mon tour du monde intérieurement pour essayer de me dire, tiens, est-ce que je n'aurais pas déjà croisé cette idée ? Et je me suis rendu compte que je l'avais déjà croisé au MIT. Donc, pour ceux que ça intéresse, je les conseille d'aller regarder le Sensible Paris Guide. En fait, dans le cadre d'un travail entre la SNCF et le MIT Media Lab, des étudiants devaient repenser la gare de la SNCF. Et il y a plein d'étudiants spontanément qui ont proposé des interfaces. Donc, vous regarderez, c'est vraiment super intéressant. Tu vois, par exemple, sur des plafonds, un plafond qui donne une direction à un individu. Pour lui dire, par exemple, comment retrouver son train. En cas d'événement d'urgence, tu vois, les pompiers, pareil, qui vont être guidés par leur plafond. Donc ça, c'était le cas d'un projet. Et sinon, ce qui s'en rapproche le plus, c'est le MIT Sensible City Lab, qui est aussi une cellule du MIT Media Lab, je crois. Je ne suis pas totalement sûr, mais en tout cas qui appartient au MIT et qui a beaucoup travaillé sur cette notion d'architecture organique. Pareil, ils ont créé un mur de pluie, donc un mur d'eau pour une biennale d'architecture. Et c'était assez poétique et surtout, c'est très intéressant parce que ce mur d'eau s'adaptait aux usages et quand tu voulais passer, il s'ouvrait automatiquement. Donc,
il y a cette notion déjà d'interaction entre le bâti et l'individu. Très cool. Ouais, du coup, ça revient un petit peu à la question que j'ai posée tout à l'heure. C'était est-ce que tu as une IA particulière, coup de cœur, ou qui t'a marqué? Est-ce que tu peux nous l'expliquer un peu plus que brièvement, puisque pour la plupart d'entre nous, on ne connaît pas trop ce milieu, du coup. Alors, une IA, en fait, une IA que j'ai trouvée très intéressante, et je pense d'ailleurs qu'on en reparlera, c'est une méthode d'apprentissage qui s'appelle l'active learning. J'ai découvert ça en Corée du Sud avec Naver. Naver, c'est le Google de la Corée du Sud. C'est-à-dire que tu as Naver Map, tu as Naver qui est en mode moteur de recherche. En Corée du Sud, tu n'as pas Google, mais tu as Naver. Et j'avais rencontré un ingénieur de Naver. Et en fait, l'un des problèmes de l'intelligence artificielle telle qu'elle est conçue aujourd'hui, c'est qu'elle est très énergivore. C'est-à-dire qu'elle va demander elle va absorber, elle va manger beaucoup de données. Ensuite, elle va faire tourner des data centers et donc ça va consommer de l'énergie. Donc ça, c'est l'un des problèmes du numérique et en particulier l'intelligence artificielle, c'est que c'est quelque chose de très datavore et très énergivore. Le principe de l'active learning, c'est de dire que en fait, un algorithme, on va lui donner des données pour qu'il apprenne. Donc, quand on veut qu'un algorithme apprenne, par exemple, ce qu'est un chien, on va lui donner des centaines de milliers d'images de chiens, mais de manière indifférenciée. On va juste lui donner plein d'images de chiens et à la fin, l'algorithme, ces réseaux neuronaux se sont reconfigurés et il est capable de dire « Ah bah tiens, ça c'est un chien même s'il ne l'a jamais vu ». Le problème, c'est que ces données-là, on les donne de manière indifférenciée. Le principe de l'active learning, c'est de dire peut-être que certaines données sont plus pertinentes que d'autres. Peut-être qu'une image de chien va permettre à l'IA de mieux appréhender le concept de chien qu'une autre image de chien. Donc, ils essayent de faire ce travail pour trouver des données qui soient plus pertinentes. Et en ayant recours à cette machine d'active learning, on estime, en tout cas, c'est les résultats de Naver, ils sont capables de diminuer de 50%, dans le meilleur des cas, ce n'est pas toujours le cas, mais ils sont capables de diminuer de 50% le temps d'apprentissage d'une intelligence artificielle. Et alors, il y a des enjeux qui sont économiques, il y a des enjeux qui sont de temps. Évidemment, on a besoin ça prend moins de temps, ça coûte moins cher. Mais un des corollaires, c'est aussi que du coup, notre intelligence artificielle, elle est moins énergivore. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est assez intéressant. Il y a pas mal de recherches qui vont dans ce sens-là, de justement avoir peut-être, je ne sais pas si c'est un terme qui existe, mais une IA plus durable, donc aussi bien d'un point de vue social, économique et puis environnemental. C'est des choses que tu as vues à l'œuvre, toi, dans tes rencontres? Mais complètement. Tu vois, donc on va y revenir à Alex Pentland. Alex Pentland, donc, globalement, il a beaucoup étudié les dynamiques sociales et il a beaucoup étudié les réseaux sociaux. Et il y a quelque chose qui est hyper intéressant dans les réseaux sociaux, c'est qu'on se rend compte que les réseaux sociaux, ils créent des chambres d'écho. Il y a un documentaire qui est en ce moment sur Arte qui est super intéressant sur l'intelligence artificielle, qui montre d'ailleurs comment cette création de chambres d'écho… Alors, une chambre d'écho, c'est le fait qu'on va vous enfermer selon vos préférences. L'algorithme va voir, par exemple, que tu aimes bien le foot. Donc, sur Facebook, tu vas avoir des images, tu vas avoir à chaque fois des actualités pour le foot. Alors, bon, quand c'est le foot, ça va, c'est mignon, mais quand c'est des idées politiques, ça polarise la société. C'est-à-dire que ça te renferme de plus en plus dans tes convictions. Et c'est quelque chose qui est assez gênant d'un point de vue éthique, parce que l'être humain, il ne fonctionne pas comme ça. L'être humain, il n'est pas fait pour être renfermé dans une chambre d'écho. Ce qui caractérise la force d'un être humain et la force d'une espèce en général, c'est sa capacité à explorer un nouveau champ des possibles, à sortir de sa zone de confort. Ce que fait l'intelligence artificielle, la majorité des IA aujourd'hui, Facebook, Google, Amazon, c'est tout le contraire. On vous dresse un portrait psychologique et on dit, tiens, cette personne, elle est comme ça, c'est parfait, on va l'enfermer dans cette personnalité. Donc, pour plein de raisons politiques, sociales, humaines, c'est non durable. Alex Pentland, il s'est dit, en fait, il faudrait créer des IA qui soient plus représentatives de la personne qu'on est. Donc, il faudrait qu'on crée des IA qui permettent un certain degré d'exploration. Donc, des IA, entre guillemets, qui soient non optimales, non optimisées. Donc, il a travaillé là-dessus. C'est aussi quelque chose sur lequel a travaillé Philippe Baudouin, qui est le cofondateur de Lemon TI. Et donc, c'est assez intéressant parce que là, l'efficacité, justement, c'est de ne pas être surefficace. Et ça, c'est aussi une forme d'intelligence artificielle qui est déjà utilisée par Alex Pentland. Alors, pas à l'échelle de réseaux sociaux comme Facebook et Google, mais il y a d'autres réseaux sociaux que ceux-là. Et je trouve que c'est assez intéressant, quoi, parce que ça permet d'explorer le monde numérique comme on explorerait le monde réel. Il
Il y a un truc dont tu nous avais parlé quand on préparait un peu l'événement, Yannick, toi et moi. Tu nous as parlé de deux concepts qui ont trait au développement durable et tu voulais nous en parler. C'était la ville pas carbone et aussi cette notion de l'IA qui Psychographie. Ouais. peut sauvegarder la biodiversité. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Bien sûr, bah, comme on est dans la thématique cette semaine avec Noise, ouais, l'idée c'était aussi ouais, en effet de parler de cette ville bas carbone. Aujourd'hui, les villes, elles occupent 2% de la surface terrestre et elles sont pourtant responsables de plus de 70% de nos émissions de CO2. C'est-à-dire que le combat contre le réchauffement climatique, c'est un combat qui est urbain. Il n'est pas que urbain, il y a aussi beaucoup d'autres sources de pollution qui sont liées à l'agriculture, mais c'est un combat quand même qui est très urbain. Donc à partir de là, créer une ville bas carbone, c'est déjà apporter une première solution au problème du réchauffement climatique. Et là, l'intelligence artificielle, elle peut aider de plein de manières. L'un des moyens qui peut être utilisé, c'est la simple optimisation. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a un bâtiment. Alors, les bâtiments, ça dépend des villes, mais c'est le premier ou deuxième émetteur de CO2 selon les villes. Dans une ville de New York, où tu as ces gigantesques buildings et gratte-ciel, là, les bâtiments, ça représente 70% d'émissions de CO2 de la ville. Et c'est aussi parce qu'ils adorent mettre la clim là-bas, donc tu rentres dans un bâtiment, tu as un choc thermique en été. Donc, ils utilisent beaucoup la ventilation, etc. Donc, tu as des entreprises, mais ça se fait maintenant depuis plusieurs années, qui se sont dit qu'on pourrait optimiser le système, ce qu'on appelle le système de CVC, donc de climatisation, de chauffage et ventilation. On pourrait optimiser le système de CVC d'un bâtiment en utilisant de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que parfois, tu as des zones qui sont chauffées alors qu'il n'y a personne dedans. Ou alors le premier étage ou le deuxième étage, il peut profiter de l'inertie de la chaleur de l'étage d'en dessous. Donc, tu vois, en utilisant une IA qui peut calculer toute cette complexité d'un bâtiment pour optimiser le déploiement du CVC, on estime qu'on peut diminuer entre de 15 à 45% l'émission de CO2 d'un bâtiment. Et dans certains cas, quand on arrive à combiner tout ça avec des matériaux bas carbone, avec tout un tas d'ingéniosité, on peut même créer des bâtiments qui sont zéro carbone, qui n'émettent aucune émission de CO2. Moi, j'en ai visité un à Singapour, le siège de Schneider Electric. Alors, pour y arriver, ils ont recours à un système de batterie. Et en effet, ça, un système de batterie, on peut dire que ça déplace le problème du bas carbone parce que ces batteries, souvent, elles sont faites en silicium ou autres matières non durables. Donc, en tout cas, on a quand même cette possibilité. Là, c'est vraiment une exception, le bâtiment zéro carbone de Schneider, qui n'est pas zéro carbone, mais qui n'émet pas d'émissions de CO2 direct de Schneider Electric. C'est vraiment une exception. On ne pourra pas le faire, ça, en réalité, à l'échelle d'une ville. Je préfère le dire parce que moi, c'est un a priori que j'avais. En commençant mon tour du monde, je me suis dit, on va pouvoir faire plein d'optimisation énergétique, on va pouvoir utiliser plein d'IA et peut-être qu'on aura des bâtiments qui n'émettront pas de CO2. Voilà, pour plein de raisons, c'est pas possible, mais en tout cas, déjà, on peut contribuer à diminuer leur émission de CO2. Ça, c'est un premier point. Et un deuxième point, très rapidement, mais on en parlait tout à l'heure, c'est via l'utilisation de la mobilité autonome. Alors, la mobilité autonome en elle seule, c'est ce que je vous disais, ça réduit pas les problèmes. Par contre, si on fait de la mobilité autonome, partagée et électrique, là, on peut espérer réduire les émissions de CO2 d'une ville de 80%, quoi. Dans un cas, vraiment dans un cas très optimal. Enfin. Et sur la biodiversité, peut-être La biodiversité, ça c'est en fait, c'est ce que je te disais. Donc les villes aujourd'hui n'occupent que 2% de nos territoires, mais on est de plus en plus nombreux. Aujourd'hui, on a 50% de la population qui vit en ville. On estime que ce chiffre, il fait qu'augmenter. Et donc, maintenant, on parle de moins en moins de villes. Dans certaines régions du monde, on parle de zones urbaines. C'est-à-dire que la ville, c'est de plus en plus difficile de distinguer une ville. Tu as un réseau tentaculaire comme ça, et ça, c'est particulièrement le cas en Chine. Alors moi, je ne suis pas allé en Chine dans le cadre de mon tour du monde, mais du coup, je m'y suis un peu intéressé. Et c'est vrai que en fait, en Chine, tu vois des zones entières de la Chine qui sont complètement urbaines. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que les villes empiètent sur des territoires naturels. Ça veut dire que là, on a deux solutions. Soit on décide de détruire cet environnement naturel, et il y a des conséquences qui sont terribles, et on le voit aujourd'hui avec la crise sanitaire qu'on traverse. Soit on décide d'harmoniser notre ville avec la nature, d'absorber cette nature et de faire en sorte de cohabiter avec elle de la manière la plus harmonieuse possible. Il y a plein d'avantages à ça. Déjà, l'être humain est un être qui est biophilique. On a besoin de nature.
moi, à la fin de chacun de mes interviews, je posais la même question à mes interlocuteurs. Je leur disais à quoi ressemble votre ville idéale. Et c'est assez intéressant. Donc, j'ai eu des réponses qui sont très variées. Il y en a qui inventaient une ville, il y en a d'autres qui me disaient bah, moi, c'est Amsterdam. Mais pratiquement tous m'ont dit c'est une ville où il y a de la verdure. Et ça, en fait, c'est ce qu'ils ont dit, c'est le concept de la biophilie, c'est que tout être humain a besoin de verdure. Donc déjà, en fait, il y a même des études qui montrent que les endroits où il y a de la verdure diminuent le taux de criminalité, ça capte le CO2, ça permet de lutter contre les inondations. Enfin bref, toutes ces végétations, elles ont des bienfaits énormes pour nos vies. Donc l'intelligence artificielle, elle peut être utilisée de plein de manières pour surveiller l'évolution de la flore. Donc ça peut se faire par image satellite. Tu sais, c'est très laborieux de compter les arbres un par un, mais pourtant c'est ce qui doit être utilisé par pas mal de villes. On peut utiliser des images satellites et faire de la reconnaissance d'images pour voir comment va évoluer un parc urbain ou des parties de la végétation d'une ville. Ou on peut aussi utiliser d'autres méthodes de machine learning pour surveiller l'évolution de certaines espèces, comme des chauves-souris, ce qui se fait actuellement à Londres, mais aussi plein d'autres espèces voilà, dans une ville. Moi, j'ai une question différente. Est-ce que tu penses que toutes ces applications elles peuvent être mises en place dans une ville comme Paris, par exemple, enfin, ou une ville française, Paris ou Lyon, qui est pas vraiment. Tu Enfin, parles de biodiversité? ouais, c'est-à-dire en fait, toutes les applications de l'IA pour réduire, par exemple, les émissions ou la biodiversité. Est-ce que tu penses qu'on peut les appliquer dans une ville qui, au préalable, n'est pas du tout, enfin, équipée pour ce genre Ouais. d'outil? Et en fait, et d'ailleurs, la question que tu poses en fond, c'est la question de la scalabilité, c'est-à-dire jusqu'à quel Ouais. point une technologie, on peut la reproduire comme ça quasi instantanément. Alors pour Paris, pour la question de la biodiversité, c'est oui. Et c'est d'autant plus le cas qu'en fait, Paris est une ville où il y a très très peu de végétation. J'ai plus en tête le pourcentage, je ne veux pas dire de bêtises, il me semble que c'est 8% de Paris qui est occupé par de la végétation, enfin, c'est très très peu. D'ailleurs, il y a des réflexions qui se font. Si ça vous intéresse de voir le futur un peu de Paris, il y a une exposition au pavillon d'Arsenal qui maintenant est disponible en ligne qui s'appelle Champs-Élysées. Et donc, en tout cas, oui, pour une ville comme Paris, c'est complètement envisageable d'utiliser des solutions de surveillance de la biodiversité urbaine. En fait, dans ces cas-là, ça demande de l'IoT. Donc, c'est-à-dire que c'est des capteurs. En l'occurrence, pour les chauves-souris, c'est des capteurs acoustiques qu'on va déposer à plusieurs endroits. Donc, tu vois, c'est quelque chose qui est relativement mobile. Donc, ça peut en effet être. Alors après, il y a une autre question qui est posée par ce que tu dis, c'est une fois qu'on a déployé cet IoT, qu'on a déployé ces données, est-ce que la ville a la maturité d'analyser elle-même ces données? Ou est-ce qu'elle va devoir avoir recours à une entreprise tiers ou autre? Donc là, tu vois, on est toujours dans des enjeux de gouvernance de la donnée, mais dans les faits, il n'y a rien qui n'empêche une ville comme Paris d'adopter ce genre de solution. Je vois pas mal de questions défiler sur le live. On va peut-être essayer de conclure comme ça. Enfin, l'idée, c'est vraiment d'avoir un échange avec les gens, pas que nous. Moi, peut-être Yannick, tu poses une question et moi, je pose une question. Ok. Moi, j'aimerais savoir ce que ce tour du monde a changé en toi et en toi aujourd'hui et en toi demain. Okay. Alors, en moi aujourd'hui, non, mais déjà, ce qui a été très important, et c'est ce que je dis depuis, c'est ce que je t'ai dit dès le début de cet entretien, en fait, paradoxalement, ce tour du monde, il m'a fait un peu relativiser la place de l'intelligence artificielle. Alors, pas relativiser au sens de ça l'a affaibli ou je lui ai donné une moindre importance, mais relativiser dans le sens que de l'inclure dans un système plus large. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est vraiment de cette nécessité tu vois, tout à l'heure, on parlait avec Yannick de la scalabilité d'une solution. L'IA, dans une certaine mesure, ça dépend ensuite des solutions, mais certaines choses ne sont pas scalables à l'infini. Quand il s'agit d'optimiser des infrastructures, là, il n'y a pas de problème, c'est scalable. Quand on traite des questions liées à la mobilité, quand on traite des questions liées au vivre ensemble, à la gestion de la donnée urbaine, là, il y a vraiment, c'est hyper important de prendre en compte à chaque fois la spécificité d'une ville et de voir comment est-ce qu'on peut combiner l'identité d'une ville avec toute l'intelligence artificielle. Mais après, il y a des similitudes. Enfin, après, on passera à la question d'Yannick, mais il y a des similitudes parce que tu vois, Amsterdam a mis en place un système de détection intelligente de débordement des canaux. Ils ont 165 canaux, c'est monstrueux.
Et donc, évidemment, quand il pleut, il y a des problèmes d'inondation. Ils ont mis en place un système intelligent qui est hyper intéressant. On peut se dire que d'autres villes dans le monde peuvent s'inspirer de ça. Des villes comme Venise, comme Hambourg, elles ont des enseignements à tirer. Et donc, même si chaque trajectoire de ville est unique, il y a quand même des similitudes dont peuvent s'inspirer plusieurs villes. Donc, c'est ça, en fait, le grand enseignement, c'est l'IA, c'est génial, c'est super, il y a plein de choses incroyables qu'on peut faire, mais il faut toujours avoir un regard un peu plus général, quoi. Ok. Moi, j'ai une question. Ce serait plus enfin, est-ce que tu as des conseils pour d'autres étudiants qui veulent faire un learning trip et du coup, un petit peu à savoir comment tu as réussi à mettre ça en place avec le Lyon. Enfin, moi, je sais, mais je pense que ça peut être intéressant de. Alors, la première chose que je leur dirais, c'est déjà de ne pas le faire maintenant. Non, ça énormément. Après, non, mais plus sérieusement, ça dépend. J'étais au téléphone, c'était il y a une semaine, il y avait un groupe d'étudiants qui veut bientôt faire un tour du monde un peu des innovations managériales. Et moi, ce que je leur avais conseillé, c'était vraiment d'essayer de territorialiser le plus possible leur tour du monde. Alors, ça veut dire quoi, le territorialiser? Ça veut dire prendre en compte la spécificité des endroits où vous allez aller et en faire une force. C'est-à-dire que très concrètement, moi, j'ai essayé de dégager des verticales par ville. Par exemple, je disais à Tokyo, là, on va se concentrer sur la lutte contre les tremblements de terre. À Boston, on va se concentrer sur la démocratie locale. À San Francisco, on va se concentrer sur le recyclage parce que c'est une ville qui veut devenir zéro déchet. Et l'intérêt d'un tour du monde, il me semble, alors relativement à un projet, parce qu'évidemment, il y a plein d'autres intérêts personnels, etc., mais c'est de pouvoir mettre en perspective ce que vous allez vouloir étudier, donc le management, l'innovation, plein de choses, avec une culture et avec un usage particulier. Donc, c'est ça que je leur dirais à ces étudiants, c'est vraiment territorialiser votre projet. Bah, écoute, merci beaucoup, c'était vraiment passionnant. Ce que je te propose, c'est que je te dise que je te lise les questions posées. Et puis Yannick, tu peux peut-être voir à la fin du live s'il y a des gens qui rebondissent sur la question. C'est peut-être pertinent vu que, avec les moyens du bord. Je crois que j'ai une question là. Vas-y. C'est est-ce que tu as des exemples d'IA pour le marketing digital de Guansong? Est-ce qu'on peut avoir le nom et prénom des personnes juste qui posent des questions? C'est Guansong. C'est Guansong. Tu as le droit de ne pas répondre. De ne pas répondre si tu trouves que. Il y a des gens qui te font des éloges aussi et qui t'insultent. Alors, oui, ne t'inquiète pas, je suis en train de plancher sur le marketing digital et mes slides seront prêtes pour demain. Voilà, c'est pour ça qu'il posait la question. Ok. Après. Moi, j'ai une question. Du coup, c'est Flo qui te demande, tu as l'air pâle, tu es en manque de sucre? Non, mais on essaye de respecter le confinement. Enfin, c'est même pas on essaye, on respecte le confinement le plus possible. Donc, en ce moment, je vois pas beaucoup le soleil. Par contre, il dit une chose intéressante. Il dit que tout a commencé après une soirée arrosée en vrai. Quand tu t'as demandé la jeunesse du projet, tu nous as pas parlé de ça. Ouais. Non, c'est vrai que ça a commencé, alors pas une soirée arrosée, mais ça a commencé en effet à une soirée avec Flo et voilà, où on a parlé, où on refaisait un peu le monde, quoi. Et c'est là que ça a vraiment quitté. Moi, j'ai une autre question de Carla. Est-ce que tu as un exemple de solution urbaine utilisant le marketing comportemental et l'IA? Alors, ouais. Alors, le nom de la startup m'échappe. Voilà, le nom de la startup, c'est TPS Engage. Ils ont été incubés à Dubaï maintenant. Ils sont principalement sur le marché américain et asiatique, notamment en Corée du Sud. En fait, ce qui est très intéressant, ce que fait cette startup, c'est que tu vois, tu as plein d'affichage digital dans les villes, qui consomment d'ailleurs beaucoup d'énergie, mais bon, tu as plein d'affichage digital. À Times Square, quand tu te balades, tu vois des publicités comme ça, digitales. Le principe de TPS Engage, ils se sont dit, d'ailleurs, pour rebondir sur la question de Guansong, on voit qu'il y a un marketing digital qui fonctionne très bien. Ça cartonne aujourd'hui. Les boîtes Google, Facebook, c'est beaucoup comme ça aussi
qu'elles arrivent à tirer du revenu. Et donc, ce que s'est dit TPS Engage, c'est qu'on pourrait faire pareil dans l'espace physique. Donc, ils ont posé des caméras de surveillance, ils ont posé plein de capteurs pour essayer de voir, d'analyser les personnes qui passaient dans une rue, qui passaient devant un panneau digital. Et en fonction de la population qui était identifiée, si c'était majoritairement des femmes, jeunes, s'il y avait aussi de la pluie, ils allaient afficher de la publicité qui s'adaptait à la population et au contexte. Et là, pour le coup, c'est très Minority Report. En gros, pour faire très simple, si par exemple, j'ai un groupe de filles jeunes qui passent en temps de pluie devant Times Square, la publicité va proposer un parapluie un peu tendance. Et ça, c'est… Voilà, donc ça, là, pour le coup, on est vraiment dans du marketing digital et en plus dans l'espace physique. Et ça fonctionne super bien en Corée du Sud, où là, il y a énormément d'affichage digitaux. Alors, il y a Guy qui te pose une question pour te taquiner, mais je pense que c'est une vraie question quand même. Est-ce que le M-Lyon t'a accordé des ECTS pour ce travail prenant et de qualité, ou est-ce qu'ils t'ont laissé dans une situation de retard de validation bien inconfortable? Alors, je pense qu'il y a pas mal de M-Liens. Ce serait intéressant de savoir un peu la position en prenant en compte tout de même le fait que tu es en 4e année et que le programme a changé. Alors, actuellement, pour mon projet, moi, de ce que j'en sais, c'est qu'il n'y a pas d'ECTS qui lui sont attribués. Ce n'est pas un projet qui peut être valorisé par les ECTS. Que je trouve, pour le coup, ce que je trouve vraiment dommage, et d'ailleurs, j'en ai parlé au programme Grande École, parce qu'il y a plein d'étudiants qui font des tours du monde comme ça, qui sont absolument géniaux. J'ai un copain au BD en ce moment qui est parti enseigner en Syrie. Il y a Emeline de la Corpo qui a fait un tour du monde pour valoriser la femme et lutter pour son émancipation. Enfin voilà, il y a plein de projets qui sont géniaux. Et de ce que j'ai cru comprendre, ils sont en train de réfléchir, en effet, à faire en sorte de pouvoir valoriser par des ECTS ces projets qui sont un peu makers, quoi. Alors, pour le coup, il y a les Makers Project, parce qu'on a parlé pour les baroudeurs de l'innovation. Je crois que ça leur avait même validé leur stage et leur période à l'international, il me semble. Donc, pour les premières années, je pense qu'il n'y a plus de soucis et que tu as été entendu. Ouais. Ok, top. Dernière petite question, quoique. De Mehdi, selon toi, en France, on en est où dans l'implémentation de l'IA et des équipements intelligents dans nos villes en comparaison avec le reste du monde? Je pense qu'en France, on est plutôt assez bien placé, on est plutôt très bien placé. Il y a des lieux d'intelligence artificielle. Lyon en fait partie, qui est une place plus de Smart City. Pareil, on a des Angers, Dijon, qui sont vraiment des Smart City. Ce n'est pas exactement la même chose que l'intelligence artificielle, mais bon, il y a quand même beaucoup de points communs. Donc, on a Angers, Dijon qui sont très forts en Smart City. On a évidemment Paris qui, par une méthode d'open innovation en partenariat avec des acteurs comme Total, Vinci et d'autres, ont des appels à projets pour implémenter des solutions d'IA dans la ville. Donc, en France, on est plutôt très, très bon, évidemment, en IA. Et ça, c'est quand même une petite fierté, c'est que où que j'aille dans le monde, pas toutes les grandes stars, mais beaucoup de stars de l'IA sont français. Donc, François Chollet, Yann Lequin, Luc Julia, c'est des Français. Joshua Bengio, il n'est pas français, mais bon, il est francophone. Donc niveau IA et niveau Smart City, on est plutôt très, très bon en France. Ouais. Et juste pour rebondir un peu sur cette question, tu citais toutes ces personnalités quand même du monde de l'IA. Est-ce que tu as pu leur poser la question pourquoi les États-Unis et pourquoi plus la France? Ouais, c'est quoi leur positionnement sur ça? C'est très simple. En effet, je l'ai posé cette question parce que les États-Unis savent valoriser les talents. À l'heure actuelle, en France, si tu es un très bon ingénieur, on va te proposer beaucoup plus d'argent aux États-Unis. Donc, il y a un enjeu de rémunération. Il n'y a pas qu'un enjeu de rémunération. C'est aussi parce qu'ils ont la donnée. Si tu as envie de faire tourner un algorithme, de l'entraîner, tu as besoin de données. Et ces données-là, qui est une forme de monnaie aussi, les grands pays qui ont de la donnée, c'est aussi les États-Unis ou la Chine. Mais bon, là, ils sont quand même moins nombreux, les Français, à aller en Chine. Et il y a aussi un enjeu de… tu vas aux États-Unis, c'est des rockstars, les chercheurs. C'est des rockstars parce qu'ils ont à la fois ils ont une double casquette. Et ça, d'ailleurs, c'est comme ça que Joshua Bengio a pensé Mila, et c'est pour ça que ça cartonne. C'est qu'à la fois, on dit tu es un chercheur, donc tu vas faire des recherches pour le MIT, pour McGill, pour une université. Et à la fois, ça ne nous dérange pas, tu travailles aussi chez Google ou autre. Et il y a évidemment des synergies qui se font.
Donc, tu as cette double casquette. Et ce qui font que tous ces chercheurs-là, tu vois, des Alex Pentland, etc., c'est des personnes qui sont des stars. Donc, il y a un contexte culturel, il y a un contexte économique, il y a un contexte technologique qui font qu'on se fait en effet piller bon nombre de nos talents qui sont juste phénoménaux. Il y a Antoine qui demande, tu penses quoi de la maturité actuelle des villes face à l'intelligence artificielle? Est-ce que tu ne penses pas que globalement les villes sont quand même extrêmement immatures pour la plus grosse majorité? En France, il dit, je n'ai pas entendu. C'est plus la maturité des villes face à l'intelligence artificielle. Tu nous citais toutes ces villes quand même assez matures que tu as visitées. Ouais. Mais globalement, quel constat on peut faire de la place de l'intelligence artificielle dans les villes à l'échelle mondiale? C'est qu'en effet, il y a un niveau de maturité qui est très inégal. C'est-à-dire que d'un côté, tu as des villes qui connaissent très bien l'intelligence artificielle et souvent, c'est des villes qui sont très riches. Ça va être New York. Alors, Boston, dans une moindre mesure, parce que Boston, je crois que leur budget, c'est 4 milliards de dollars par an. Donc, c'est quand même beaucoup, mais je veux dire, c'est beaucoup moins que New York. Donc, en tout cas, oui, tu as une maturité qui est très inégale. Comment tu obtiens de la maturité? En fait, aujourd'hui, c'est soit parce que tu as un pôle académique, soit un pôle industriel, soit parce que tu as des ressources économiques qui sont souvent liées aux autres pôles que je viens de parler. Le MIT, c'est par son rayonnement académique et son pôle académique qu'ils ont de la maturité. Paris, c'est aussi par le plateau de Saclay, entre autres. Donc, j'ai envie de te dire qu'à l'heure actuelle, il y a un niveau de maturité qui est assez inégal et qui est lié. C'est une forme d'inégalité qui se renforce aussi. Pas que, il y a des moyens de lutter contre ça. On le voit avec des exemples comme Singapour, qui de base part de rien et devient un hub de Smart City et est en train de devenir un hub d'intelligence artificielle. Donc les villes, elles ont les armes qui varient, mais bon, c'est pas on ne va pas rentrer je pense, dans ce débat-là, mais tu as la possibilité de gagner en maturité technologique si tu t'en donnes un peu les moyens. Je rebondis, pardon, encore une fois, parce que c'est la deuxième fois que tu emploies ces mots. Tout à l'heure, tu parlais de Lyon, tu disais c'est une smart city et pas une ville, enfin un truc en rapport avec l'intelligence artificielle. Idem pour Singapour. C'est quoi la nuance que tu fais entre les villes qui utilisent l'intelligence artificielle et les smart cities? En fait, alors, il y a une nuance qui est technique et une nuance qui est marketing, entre guillemets. Déjà, techniquement, la Smart City, ça regroupe, c'est la notion de ville intelligente et ça regroupe beaucoup de choses, pas que de l'IA. Tu peux aussi faire intervenir de la low-tech, tu peux juste faire intervenir du digital. Tu peux dire, voilà, on va faire une sorte de gouvernement numérique, entre guillemets, c'est ce que fait Séoul. Tu peux faire intervenir plein d'autres choses qui ne sont pas que de l'intelligence artificielle. Donc, c'est à la fois plus global et un peu plus restreint. Et le deuxième point, c'est que c'est un argument, en fait, c'est un concept qui est très marketing, la Smart City. Ça a été inventé dans les années 2000 par des grands intégrateurs technologiques qui ont flairé, qui se sont rendus compte, à raison, que la technologie avait des bénéfices énormes à apporter aux villes et qui se sont dit, on va construire un modèle scalable qu'on espère à l'infini et on proposera à toutes les mêmes villes de devenir smart, donc des smart cities. Donc, c'est en fait la notion de smart city, elle emmagasine avec elle tout un bagage un peu marketing et aussi un imaginaire, on va dire, intellectuel que j'aime pas trop parce que tu vois, la Smart City, la ville intelligente, bon, déjà, d'être une ville intelligente, tu sais pas trop ce que ça veut dire et c'est pas, comment dire, c'est pas ce, je pense, à quoi doit aspirer une ville être intelligente. Elle doit aspirer à être démocratique, à être vivante, à être durable, mais l'intelligence, ça reste un moyen, je pense, plus qu'autre chose. Alors, je crois que j'ai une question. Cette fois-ci, c'est par rapport aux cours qu'on peut avoir. Est-ce que tu sais s'il y a des cours en lien avec l'IA à l'EM Lyon? Oui, il y en a. Alors, il y en a. Est-ce que tu en as Ouais, vu certains? il y en a pas mal. Alors, il y a un programme, je crois, IA Epitech EM Lyon. Donc, enfin voilà, je pense qu'il faut là, Villefontaine, Epitech, ouais. Oui. Ouais, du coup, design, programmation avec Epitech et puis EM Lyon. Et ça s'appelle parcours de spécialisation je pense, entrepreneuriat, IA, Tech. Et l'idée, c'est qu'en 4 mois, il me semble, vous formez à la programmation,
au design, et puis aussi avec des notions entrepreneuriales, et à la fin, il y a un pitch et tout. Donc, et c'est un truc hybridé, vu que vous êtes avec des étudiants en école de design et en école d'informatique. Ah, voilà. Parfait. Après, toi, tu en avais pris des cours J'avais pris un cours, c'est un séminaire IA, je ne me souviens plus du cours, mais en effet, j'avais pris un cours d'intelligence artificielle qui est super intéressant, qui introduit aux enjeux de l'IA. Et voilà, donc moi, j'avais pris un cours. Non, il y a vraiment je trouve qu'on a plutôt de belles ressources à l'EM. On a l'AIM Institute, qui est dirigé par Renaud Champion, voilà, qui est très bon en intelligence artificielle. Donc, on a plutôt de belles ressources côté IA à l'EM. et je complète un peu, tu as d'autres cours, donc tu as tout ce qui relève de la programmation qui est nécessaire à l'intelligence artificielle. Et puis tu as un autre parcours de spécialisation qui est peut-être pas forcément ultra IA, mais voilà, c'est de l'innovation, ça s'appelle Business Mediation, avec j'ai oublié son nom. Et puis tu as Jean Savignan il gère pas mal de cours dans ce monde-là de l'IA. Il y a un séminaire qui s'appelle Intelligence artificielle et humaine. Je ne sais pas si tu es en première année, mais en deuxième année, tu auras accès à tous ces cours électifs très intéressants. Après, il y en a peut-être d'autres qui ont changé entre la quatrième année et maintenant. Alors, il y a Félix, j'imagine. Bonjour Hubert. Est-ce que tu penses que l'Europe a les armes pour devenir un jour un pionnier de l'intelligence artificielle? Je pense que l'Europe, elle a une carte à jouer dans l'intelligence artificielle. Euh, En fait, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est une course à l'armement. Et tout le monde est un peu en train de, enfin tout le monde, la Chine, l'Europe, les États-Unis sont un peu en train de sortir les muscles. On est en train de muscler des intelligences artificielles. Et je pense que c'est souvent ce qui se passe avec la technologie, c'est que d'abord on la muscle et ensuite, quelques années plus tard, on se dit qu'il faudrait peut-être la réguler. Peut-être que cette régulation, je pense vraiment qu'on va avoir un mouvement massif, en tout cas dans les pays démocratiques, et même peut-être à une plus grande échelle, mais surtout dans les pays démocratiques, de se dire qu'il faut réguler l'intelligence artificielle. Pour des raisons évidemment démocratiques, mais aussi pour les raisons que je te disais tout à l'heure. C'est-à-dire que l'active learning, tu as aussi d'autres nouvelles méthodes d'apprentissage alternatives. Tu en as une qui s'appelle le federated learning. C'est des méthodes d'apprentissage qui sont moins énergivores, qui sont plus locales et qui font que, en tout cas, on a besoin de repenser tout ça. Et je pense dans la question de la régulation, par contre, l'Europe est très, très, très forte. Tu vois, le RGPD, c'est quelque chose qui est analysé par l'Amérique du Nord parce que voilà, ça les intéresse. Donc, je pense qu'on a une carte à jouer sur le côté de la régulation déjà. Alors, c'est vrai que dans cette course à l'armement, c'est un peu comme si on ne courait qu'à un pied parce que on dit bon bah voilà, on refuse, enfin on va avoir accès à moins de données que les États-Unis ou la Chine dans certains cas. Mais en même temps, déjà je trouve que c'est pas si mal. Et deux, dans l'histoire un peu de la recherche, la contrainte, et même dans l'histoire de l'intelligence, le fait de mettre des contraintes a toujours stimulé l'intelligence. Donc peut-être que justement cette contrainte, elle va aussi apporter des nouvelles méthodes d'innovation dans l'intelligence artificielle. Génial. Alors, je ne vois plus de questions dans Moi le non chat. plus. Donc, on attend Je peut-être crois 2 qu'on a secondes. fait le tour. Ouais. Ouais. Ouais, je pense que c'est bon, il n'y a plus de questions. Ouais. Bon, bah écoute, Hubert, c'était génial, c'était passionnant, tu nous as fait voyager alors même qu'on est confiné. Donc merci beaucoup pour ce temps d'échange. On espère que vous, EM Lien et personnes qui ne sont pas à l'EM, avez apprécié aussi ce moment d'échange. C'est l'objectif qu'on s'est fixé avec cet événement, pouvoir inspirer, pouvoir apprendre des choses aux gens, pouvoir aussi raconter finalement les choses de façon authentique. Donc aussi un peu les difficultés, on n'en a pas trop parlé, mais voilà, les difficultés, les perceptions et puis aussi ce qu'on aime et puis ce qu'on aime un peu moins bien. Merci à vous. Franchement, Merci à vous. c'est super, super échange.
Très bon échange. On se voit à la prochaine. Et d'ailleurs, moi, j'ai une petite demande à tous les participants, à vrai dire, si du coup, si vous avez des idées de d'autres EMIens qui ont des projets ou qui sont porteurs de projets un petit peu innovants et qui souhaitent venir en parler, vous pouvez nous contacter, ce serait très intéressant et on attend que ça, on attend que ça. Merci. Salut. Merci à vous. Salut.